Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous donner la correction des questions de pédiatrie. Donc, ces questions sont présentées par Excellence Academy, un groupe bilingue par excellence spécialisé dans l'encadrement, l'orientation et la préparation du concours de résidenat au Cameroun et à l'étranger. Les instructions sont las suivantes. Chaque question ou affirmation incomplète ci-dessous est suivie de plusieurs réponses ou complétions. Sélectionnez la proposition qui répond le mieux à la question ou complète le mieux l'affirmation. Question numéro 1. Lequel des tests suivants est le test de dépistage le plus approprié pour un enfant suspect d'avoir une atrophie musculaire? A. Échographie de la colonne vertébrale inférieure. B. Taux sérique de créatinine phosphokinase. C. IRM du cerveau. D. Ponction lombaire. E. Étude de conduction nerveuse. Ici, nous allons d'abord noter que le test de dépistage le plus approprié pour un enfant suspecté d'avoir une atrophie musculaire dépend du type de maladie neuromusculaire suspectée. Malheureusement, parmi les options proposées, aucune ne représente le test de dépistage de première intention pour des maladies comme l'atrophie musculaire spinale ou les dystrophies musculaires. En pratique, les tests les plus utilisés pour le dépistage de l'atrophie musculaire sont le dosage de la créatine kinase. Donc, on note que ce n'est pas la créatinine phosphokinase, mais c'est la créatine kinase, abrégée CK, qui est souvent élevée dans les dystrophies musculaires, mais pas dans l'atrophie musculaire spinale. Le deuxième test de dépistage qui est utilisé en pratique, c'est le test génétique, qui recherche des mutations du gène SMN1 pour l'atrophie musculaire spinale, et c'est l'examen de référence. Le troisième examen, c'est l'électromyogramme et étude de conduction nerveuse. Cet examen est utile ces deux examens sont utiles pour distinguer une atteinte musculaire d'une atteinte neurologique. Donc, parmi les options proposées, le meilleur choix, c'est la proposition E. Étude de conduction nerveuse, car ça permet d'évaluer la fonction des nerfs moteurs et ça peut aider à différencier une atteinte musculaire primaire d'une atteinte nerveuse. Cependant, le test génétique reste la meilleure approche pour confirmer l'atrophie musculaire spinale. Donc la meilleure réponse ici, c'est E, étude de conduction nerveuse. Question numéro 2. Laquelle des propositions suivantes est la cause la plus probable d'anémie chez un enfant potélé d'1 an? A. Consommation excessive de lait de vache. B. Consommation excessive de lait infantile. C. Drépanocytose. D. Leucémie lymphoblastique aiguë. E. Sphérocytose congénitale. Nous allons retenir que la meilleure réponse ici, c'est la consommation excessive de lait de vache, dans la proposition A. Pourquoi? Nous allons nous rappeler que chez un enfant potélé d'1 an, l'anémie est le plus souvent causée par une carence en fer. Et la consommation excessive de lait de vache est un facteur de risque important d'anémie fériprive pour plusieurs raisons. Premièrement, le lait de vache est pauvre en fer. Ça contient peu de fer, ce qui peut entraîner une carence si l'alimentation de l'enfant repose principalement sur lui. Deuxièmement, le lait de vache interfère avec l'absorption du fer. Le calcium et les protéines du lait de vache peuvent inhiber l'absorption du fer non héminique.
Troisièmement, il existe des micro-hémorragies intestinales chez les enfants nourris au lait de vache. Donc, nous allons dire qu'une consommation excessive de lait de vache peut causer des irritations de la muqueuse intestinale, entraînant des petites pertes de sang chroniques dans les selles, ce qui aggrave la carence en fer. Pour les autres options, notamment la consommation excessive de lait maternisé infantile, nous allons dire que les laits maternisés sont riches en fer, donc moins susceptibles de provoquer une anémie ferriprive. L'option C, la drépanocytose. On ne peut pas garder cette option. Pourquoi? Parce que la drépanocytose étant une maladie héréditaire, ça peut provoquer une anémie, ça c'est vrai, mais cette anémie n'est pas liée à la corpulence de l'enfant et est plus fréquente dans certaines populations spécifiques. En ce qui concerne l'option D, la proposition D, leucémie lymphoblastique aiguë, nous allons noter que la leucémie lymphoblastique aiguë peut également causer une anémie, mais elle s'accompagne généralement d'autres symptômes comme les ecchymoses, des infections fréquentes et une pâleur importante. L'option proposition E parle de la sphérocytose congénitale. Donc la sphérocytose congénitale, c'est une cause d'anémie hémolytique, mais elle est rare et se manifeste souvent par une splénomégalie et une jaunisse. En conclusion, nous allons dire qu'un enfant d'un an qui est bien nourri mais anémique est le plus souvent victime d'une carence en fer due à une consommation excessive de lait de vache. Il est donc recommandé de limiter le lait de vache à moins de 500 ml par jour et d'introduire une alimentation riche en fer, notamment les viandes, légumes verts, les céréales enrichies. Question numéro 3. La grossesse chez les adolescents est associée à laquelle des situations suivantes? A. Grossesse gémellaire. B. Nourrisson de faible poids à la naissance. C. Hypotension. D. Gain de poids maternel excessif. E. Nourrisson présentant des anomalies génétiques. Ici, nous allons retenir sans perdre le temps que la meilleure réponse est nourrisson, c'est B. C'est l'option B. Nourrisson de faible poids à la naissance. Pourquoi cela? Donc, nous devons retenir que la grossesse chez les adolescents est associée à un risque accru d'insuffisance pondérale à la naissance, en raison des facteurs comme une alimentation inadéquate, un suivi prénatal insuffisant et une immaturité physiologique de la mère. Question numéro 4. Un enfant de 18 mois présentant une insuffisance pondérale et des polypes nasaux doit être évalué pour laquelle des affections suivantes? Proposition A. Insuffisance surrénalienne. B. Allergie. C. Mucoviscidose. D. Corps étranger nasal. E. Sinusite. Bien évidemment, sans trop tarder, la bonne réponse ici, c'est la mucoviscidose, aussi appelée la fibrose kystique, qui est une maladie génétique affectant principalement les poumons et le système digestif. Les signes évocateurs chez un enfant de 18 mois incluent l'insuffisance pondérale, qui est due ici à une malabsorption des nutriments causée par une insuffisance pancréatique. Il existe également dans la mucoviscidose des polypes nasaux qui, en raison de l'hypersécrétion de mucus épais, favorisant l'obstruction et l'inflammation des voies respiratoires. Les autres signes qui pourraient renforcer la suspicion de la mucoviscidose ici sont les infections respiratoires récurrentes, une toux chronique, les selles grasses et volumineuses, aussi appelées stéatorées, et les antécédents de syndrome occlusif néonatal, notamment par ileus meconial. Et il faut savoir que pour mettre en évidence la mucoviscidose ici, nous devons faire le test de la sueur par dosage du chlore sudoral. C'est l'examen diagnostique clé pour la mucoviscidose.
Question numéro 5. Une mère a contacté le médecin de garde pour lui dire que son fils de 4 ans a mordu la main de son fils de 2 ans il y a 2 jours. Elle déclare que la zone autour de la blessure est devenue rouge, enflée et sensible. Au cours de 12 heures précédentes, l'enfant a développé une température de 39,4 degrés Celsius. Elle nie toute maladie ou prise médicamenteuse antérieure. L'enfant boit bien, mange moins que d'habitude et son activité est diminuée. Laquelle des propositions suivantes est l'étape suivante la plus appropriée dans la prise en charge de l'enfant? Bon, nous allons dire ici que cet enfant présente des signes cliniques d'une infection sévère secondaire à une morsure humaine. Donc, le grand frère de 4 ans qui a mordu son petit frère de 2 ans. Probablement, ici, ça doit être une cellulite, une dermohypodermite ou une infection plus profonde comme une fasciite nécrosante. Les morsures humaines Nous devons savoir que les morsures humaines sont particulièrement à risque d'infection en raison de la présence des bactéries buccales, notamment le Streptococcus, le Staphylococcus et les anaérobies, comme Echinella corrodens. Et les signes inquiétants ici chez cet enfant de 2 ans, c'est la rougeur, l'œdème et la sensibilité autour de la plaie, ce qui traduit une infection locale évolutive. La fièvre élevée à 39,4 degrés Celsius et l'altération de l'état général, ça traduit une infection systémique possible. La diminution de l'activité et de l'appétit sont des signes de septicémie ou d'infection grave. Donc, face à ce tableau, nous voyons ici que l'infection semble suffisamment avancée pour nécessiter une hospitalisation immédiate. Donc, il faut absolument référer cet enfant à l'hôpital comme proposé, comme dit dans la proposition B. Il faut une hospitalisation immédiate, une évaluation chirurgicale pour un éventuel débridement et une antibiothérapie par voie IV à large spectre couvrant les bactéries responsables de morsures humaines. Et les antibiotiques probabilistes ici que nous devons utiliser sont amoxicilline, acide clavulanique IV, par exemple le flémine injectable ou piperacilline tazobactam, selon la sévérité. En ce qui concerne les autres options, proposition A parle de organiser une consultation de chirurgie plastique lors de la prochaine consultation disponible. Ceci n'est pas juste parce que ça va retarder la prise en charge urgente et avec risque de progression de l'infection. L'option C parle de prescrire de la pénicilline au téléphone et demander à la mère d'appliquer des trempages chauds pendant 15 minutes 4 fois par jour. Donc ça c'est un traitement insuffisant pour une infection sévère et potentiellement invasive comme décrit ici. Proposition D parle de suggérer l'achat d'une pommade à la bacitracine à appliquer sur la lésion 3 fois par jour. Bon, le traitement local ici est inadapté. Nous voyons avec la fièvre, ce que nous avons dit, l'infection ici est déjà systémique. Et l'option E, envoyer le patient dans un centre de soins d'urgence local pour suturer la lacération. Donc, il faut savoir que nous ne devons pas, en général, les morsures ne doivent pas être suturées. En général, on ne doit pas suturer une plaie par morsure, sauf dans des indications particulières comme une plaie qui est au niveau du visage pour des raisons esthétiques. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que cet enfant doit être hospitalisé en urgence pour éviter les complications comme l'ostéomyélite, l'arthrite septique ou la fasciite nécrosante. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et comme vous voyez à la fin, nous devons éviter la procrastination. Pourquoi? Parce que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, si nous renvoyons à demain, il va falloir
un effort double pour le faire parce que one today equals two tomorrows. Ok, donc cela vous a été donné, cette correction vous a été donnée par Excellence Academy. Donc, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de demander dans les commentaires et nous allons répondre. Et aussi, il faut souscrire pour être toujours à jour avec nos nouvelles publications sur cette chaîne. Je vous remercie.